RCF Anjou, l'invité Florian Perret. Jeudi dernier, les échanges ont été houleux entre sénateurs à propos de l'accord de libre-échange entre la France et le Canada. Un CETA qui, si on le résume, a été rejeté par un vote assez large du Sénat. Un vote qui a rendu assez furieux le sénateur Horizon de Maine-et-Loire, Emmanuel Capus, qui est avec nous en studio ce matin. Alors vous avez parlé de jour historique dans l'amitié franco-canadienne, dans le mauvais sens du terme, évidemment. Qu'est-ce qui vous a autant déplu lors de ces débats, d'ailleurs ? Bonjour d'abord. Beaucoup de choses m'ont déplu. D'abord, j'ai été extrêmement surpris que le texte soit examiné dans une niche communiste, parce qu'une niche, c'est que 4 heures en réalité. Enfin, normalement, c'était même 2 heures, parce que les communistes avaient prévu de parler à la fois de Gaza et à la fois du CETA. Donc c'était vraiment déjà inquiétant qu'on puisse y passer si peu de temps sur un accord extrêmement important avec un pays extrêmement important pour la France. Donc j'étais déjà surpris, et ensuite la façon dont ça s'est déroulé a été lamentable, puisqu'au bout de 3 heures de débat, alors même qu'on nous avait dit qu'on aurait tout le temps de discuter, que c'était un sujet sérieux, qu'on pourrait évoquer tous les arguments, le pour et le contre, on s'est rendu compte que, et ça m'a profondément déçu, parce que c'est les LR qui ont demandé, qui ont fait jouer l'article 38, c'est-à-dire de interdire les prises de parole, plus de 2 prises de parole par article, et donc en fait interdire tout débat pour qu'on ne puisse plus s'exprimer. Et donc là, on a vu très clairement qu'en réalité, le but n'était pas de débattre du CETA, qui est un accord de libre-échange avec le Canada, entre le Canada et l'Union européenne, mais en réalité, manifestement, il y avait un accord entre les communistes et les Républicains, une partie seulement de la majorité sénatoriale, puisque l'Union centriste d'Hervé Marseille était extrêmement choquée et a quitté l'hémicycle à la suite de ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un accord manifeste entre les communistes et les LR pour faire un coup politique uniquement, pour taper sur le gouvernement, pour taper éventuellement à 2 mois des élections européennes sur la Commission européenne, et au détriment de la relation avec le Canada, au détriment des intérêts de la France, et puis contre toute logique, parce que les communistes votent contre un accord de libre-échange, c'est parfaitement normal. Ils sont communistes, ils sont contre le libre-échange, et ils n'ont jamais été très tournés vers l'Atlantique. Donc un accord de libre-échange avec le Canada, moi, ça ne me surprend pas qu'ils votent contre. Que les écolos votent contre aussi, ils sont décroissants. Donc un accord de libre-échange, par définition, ça accélère la croissance. En revanche, que les LR, qui avaient commencé à négocier l'accord par la voix de Nicolas Sarkozy à l'époque, votent contre, alors que quand même, à droite, chez LR, il y a toujours eu jusqu'à maintenant une tradition de liberté du commerce et de l'industrie, de libre-échange. C'est à tout le moins une erreur. Je pense que c'est vraiment une faute politique grave, et qui d'ailleurs a totalement fait exploser la majorité sénatoriale, puisque la majorité sénatoriale, elle a 2 piliers, les LR et l'Union centriste, l'Union centriste, outrés, ils sont partis même avant nous. Hervé Marseille a claqué la porte, et tous les députés, tous les sénateurs, Union centriste, sont partis. Nous, on a essayé de continuer à dialoguer, et finalement, on a constaté qu'il n'y avait pas de dialogue possible, que nos arguments étaient systématiquement rejetés, et donc on est parti également. C'est pour ça qu'il y a eu un vote écrasant, mais en réalité, il y a plus de 100 sénateurs qui n'ont pas pris part au vote, parce que manifestement, c'était plié, manifestement, les intérêts de la France n'étaient pas à l'ordre du jour. C'est ça qui m'a choqué. La volte-face des sénateurs LR sur un sujet sensible. Je pense qu'il ne faut pas faire de politique nationale au détriment des intérêts de la France à l'international. Normalement, il y a une sorte de gentleman agreement pour ne pas taper sur la France, en fait, pour ne pas casser les intérêts de la France vis-à-vis de l'étranger. Donc c'est extrêmement dommage. Bon, donc les socialistes aussi, c'est extrêmement dommage, parce qu'en fait, ceux qui avaient négocié l'accord, c'est un accord qui a été négocié par François Hollande à l'époque. Matthias Fekl, socialiste, était ministre, et ils ont voté contre. Donc, ça veut dire que manifestement, il y a 2 partis, les LR et les socialistes, qui, quand ils sont dans la majorité, négocient des accords, et quand ils sont dans l'opposition, finalement, les mêmes accords deviennent catastrophiques. Et sur le fond du fond, pour répondre à la question sur l'intérêt, en fait, pourquoi moi j'étais favorable à l'accord sur le CETA? Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est un accord avec le Canada, et que le Canada pour la France, ça n'est pas n'importe quoi.
contrairement à ce que disait Voltaire, ce ne sont pas que quelques arpents de neige. Le Canada, c'est un pays extrêmement important. Ce sont des cousins d'Amérique. Et donc, on ne peut pas leur claquer la porte comme ça au nez. Si on n'est pas capable de faire un accord avec le Canada, si la France n'est pas capable de faire un accord avec le Canada, objectivement, aucun pays au monde n'est capable de faire un accord avec eux. Et je dirais même inversement, si on n'est pas capable de faire un accord, nous, avec le Canada, on est incapable de négocier avec le Canada, avec un autre pays dans le monde. Il n'y a pas de pays beaucoup plus proche, en tous les cas en dehors de l'Union européenne, que le Canada. Et la deuxième raison, c'est que je pense que c'est un bon accord. C'est un bon accord pour notre économie. Enfin, toutes nos industries ont vécu une croissance de plus de 33% depuis l'entrée en vigueur transitoire de l'accord. Et c'est un bon accord pour nos agriculteurs aussi. Alors, c'est une toute petite partie de l'accord, hein. L'agriculture représente 3% de l'accord. Mais cette petite partie, elle est aussi extrêmement importante et elle est extrêmement vertueuse. Parce qu'en réalité, sur l'ensemble des secteurs, il y a eu une progression du commerce de l'Union européenne vers le Canada. Et il y a même pour ce qu'il y a eu des inquiétudes. On ne va pas se cacher qu'effectivement, la FDSEA, la FNSEA nous a alertés sur des inquiétudes, qui sont des inquiétudes. Factuellement, aujourd'hui, l'Union européenne, notamment sur la plus grosse inquiétude qui est sur la viande bovine, ça nous intéresse, parce qu'en Maine-et-Loire, on en produit pas mal. Sur la viande bovine, l'année dernière, il y a eu 1400 tonnes de viande de bœuf qui sont venues du Canada jusqu'à l'Europe. Et inversement, 14 000 tonnes de viande de bœuf ont été vendues par l'Union européenne au Canada. Ça, c'est les chiffres factuels l'année dernière. Et là-dedans, il n'y a eu que 43 tonnes de viande de bœuf canadienne qui sont arrivées en France. Et encore, c'est du bison. Donc, en fait, il n'y a aucune, aujourd'hui, concurrence. Et pour une raison très simple. C'est qu'en fait, les normes utilisées, les normes de production canadiens, ce ne sont absolument pas les mêmes que celles que nous utilisons. Ils utilisent des hormones, ils font du bœuf aux hormones, ils utilisent des antibiotiques, ils font du bœuf aux antibiotiques, et même dans la façon de stériliser leurs bêtes, ils utilisent des produits qui sont interdits en France. Et donc tout cela, c'est interdit en Europe. Donc c'est pour ça qu'on ne rachète pas de la viande de bœuf, parce que leur viande de bœuf, en fait, est interdite d'entrée et de vente en Europe. Pour ces raisons-là. Et ça ne va pas changer. En réalité, parce qu'ils n'ont aucune envie de changer, les Canadiens. Ils ne vont pas charger tout leur outil de production au Canada parce que ça leur coûterait trop cher. Donc l'inquiétude, et c'est ça que le dialogue constructif que j'ai eu avec la FDSEA de Maine-et-Loire, et avec Christiane Lambert, et avec Arnaud Rousseau à la FNSEA, j'ai échangé personnellement avec chacun d'eux. Et on a convenu que le CETA, même pour l'agriculture, n'est pas le plus mauvais accord. Au contraire. Et donc, on a malheureusement eu cette conjonction, et ça aussi je le regrette. Il ne fallait pas que le CETA vienne maintenant. Pourquoi ? Parce que l'agriculture, elle est à feu et à sang. Il y a des inquiétudes fortes des agriculteurs. Et donc rajouter une inquiétude avec le CETA maintenant, c'était vraiment pas le moment. C'était rajouter de l'huile sur le feu. C'est pour ça que j'étais en colère aussi là-dessus, parce que c'était vraiment pas le moment d'aller rajouter des inquiétudes pour les agriculteurs qui n'en ont pas besoin en ce moment. Et ensuite, c'était aussi pas du tout le moment, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup du Mercosur, qui est l'accord avec l'Amérique du Sud, qui lui est inquiétant, qui lui pose des problèmes, qui lui pourrait être dangereux aujourd'hui tel qu'il est, dans le cadre de la négociation actuelle, pourrait être dangereux pour notre agriculture notamment. Et donc, sur celui-ci, il faut dire non. Et nous disons non. Donc voilà, et donc, il ne fallait pas mélanger les deux en ce moment. Alors, vous avez parlé de la FDSEA. Justement, vous avez dit, moi j'ai pu discuter avec Christiane Lambert. En 2019, elle a déclaré tout de même que le vote des députés qui avaient ratifié le CETA était une trahison. Elle a changé d'avis entre-temps ? Alors d'abord, Christiane Lambert, maintenant, elle est en charge du syndicat européen. Donc elle a une vision plus européenne. Ensuite, il faudrait lui demander, je ne pense pas qu'elle ait changé d'avis. Ce qui a changé, en revanche, c'est que c'était en 2019. L'accord est entré provisoirement en exercice, en application en 2017. Donc entre 2017 et 2019, on avait peu de recul. Entre 2019 et 2024, on a beaucoup plus de recul. Et on constate aujourd'hui, et ça les agriculteurs eux-mêmes le constatent, on constate que l'accord n'a pas été négatif pour notre agriculture. Et encore, j'ai parlé du sujet le plus sensible, la viande de bœuf. Mais il y a des sujets qui ont été extrêmement positifs, et notamment dans notre département. Les vins, les viticulteurs,
les alcools, donc que ce soit tous nos vins de la vallée de la Loire ou même le Cointreau, tout ça, le commerce avec le Canada a explosé en notre faveur. Pour les fromages, également, on a mis dans l'accord, enfin plutôt l'Union européenne a mis dans l'accord, et nous avions négocié dans l'accord, enfin à l'époque c'était les socialistes, ils ont négocié dans l'accord le fait que les AOC soient protégés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui se faisait avant, des AOC par exemple Roquefort, des AOC de différentes appellations sont protégés au Canada, donc on ne peut plus faire d'imitation. Et donc maintenant ça se vend là-bas. Donc sur des larges pans de l'agriculture, l'accord est positif pour l'agriculture et les agriculteurs du Maine-et-Loire. L'inquiétude de la FDSEA, c'est que dans les négociations futures, surtout avec les autres pays, il n'y ait pas de clause miroir et qu'on mette des clauses miroirs. Or, le CETA est un accord qui, là-dessus, est plutôt positif pour les raisons que je viens de dire, notamment sur la viande bovine, sur un certain nombre de productions. Il y a pas tout à fait des clauses miroirs, mais des dispositions miroirs qui permettent d'interdire l'introduction sur notre marché de viande hormonée, de viande sous antibiotiques, et tout ça, on va le contrôler dans le pays d'origine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Canadiens ont demandé à l'Union européenne récemment l'utilisation d'un truc qui s'appelle l'acide peracétique, que nous n'utilisons pas en Europe, qui est interdit, et il est hors de question de leur accorder. Alors justement, les conséquences du vote, puisqu'on l'a compris, vous étiez absolument pour le CETA. Vous dites en gros qu'il n'y a que des avantages. Finalement, le Sénat a voté contre. Mais alors, si j'ai tout compris, et là aussi, dites-moi si je me trompe, les conséquences ne seront pas forcément si importantes que ça. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement aille voir l'Union européenne pour leur dire « ça y est, nous on a voté » pour qu'il y ait quelque chose qui change. Si rien n'est fait par rapport à l'Union européenne, rien ne va changer non plus. Ça, c'est effectivement un peu le dernier argument qui a été mis en avant par les LR pour dire on ne va pas voter l'accord. C'est rassurez-vous, ok, on va taper le gouvernement, on va taper la commission, mais rassurez-vous, ça ne va pas avoir de conséquences, c'est juste un coup. D'abord, en termes d'image pour le Sénat, dire ça, c'est quand même pas terrible. C'est de donner l'impression qu'en fait notre vote ne sert à rien. Et je ne pense pas qu'il serve à rien. Moi, j'ai rencontré l'ambassadeur du Canada notamment. Ils étaient affolés du fait de l'image que cela allait donner dans le monde entier. Ça donnait l'impression que la France était incapable de faire du commerce avec le Canada. Donc eux étaient très inquiets pour l'image que ça allait avoir sur les autres pays dont ils sont beaucoup moins proches. Donc ça, nos votes ont des effets. Après, très concrètement, effectivement, j'espère de mon côté que l'accord ne sera pas, enfin que le texte de loi du Sénat ne sera pas transmis à l'Assemblée nationale et qu'on en reste en l'état en attendant qu'on puisse avoir une situation plus stable politiquement, parce qu'il ne vous a pas échappé. Alors au Sénat, c'est nouveau qu'on ait ce type d'alliance LR communiste, ce qui est quand même un peu baroque. Je précise au passage que du coup la majorité sénatoriale de Gérard Larcher a explosé puisque les 57 sénateurs UC, alors pas tous, quelques-uns ont voté avec les LR, mais la très grande majorité ont quitté l'hémicycle en signe de protestation, ce qui est quand même pas commun dans une majorité. De l'autre côté, il ne vous a pas échappé qu'à l'Assemblée nationale, c'est un petit peu le bazar, et qu'avec une centaine de RN et de l'autre côté, pas mal de LFI, donc deux extrêmes qui, elles, par définition, sont protectionnistes, veulent fermer le pays, ne veulent absolument pas s'ouvrir sur le monde, c'est compliqué de faire voter des textes de ce type-là, surtout dans le contexte actuel de crise. De tout type de crise et d'inquiétude de la population et de volonté de se refermer. Mais nous, notre rôle de parti de gouvernement, ce qui a toujours été le cas de la droite modérée, du centre et même du PS normalement, c'est de favoriser les échanges, c'est de favoriser le commerce et c'est d'expliquer ce dont a besoin le pays et de rassurer sur les conséquences. On ne va pas se refermer, ce n'est pas la tradition, on n'est pas RN, on n'est pas LFI. Nous, notre objectif, c'est que la France aille mieux.
Ah, justement, vous en avez parlé. Dernière question sur ce sujet. La droite, finalement, et le centre sont maintenant divisés au Sénat. Ça peut changer beaucoup de choses pour la suite. Bah, ça va pas s'améliorer jusqu'aux élections européennes parce qu'en fait, derrière, on voit bien qu'il y a le contexte des élections européennes. Le groupe Union Centriste a annoncé qu'ils allaient faire une liste commune avec la majorité présidentielle et donc aussi avec Horizon, puisque nous, on a toujours en cohérence été sur la ligne, en tous les cas il y a 6 ans c'était le cas, sur la liste portée par la majorité présidentielle. Donc c'est vrai que jusqu'en juin, ça va être compliqué. Je pense que même derrière, ça laissera des traces fortes, parce que on peut pas jouer, avec ce qui sont les valeurs intrinsèques de la droite modérée, c'est-à-dire l'économie, enfin la liberté en fait. Et on peut pas s'allier avec les communistes comme ça pour faire des coups, c'est pas possible. Emmanuel Capu, merci.